ancien maire de Rambouillet. Il a été député des Yvelines, vice-président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, reconnu pour sa ténacité et sa technicité dans les débats parlementaires. Président de Via la Voix du Peuple, il défend avec acharnement nos libertés fondamentales. Il a renoncé à sa propre candidature à la présidence de la République pour se ranger derrière Éric Zemmour. Merci d'accueillir Jean-Frédéric Poisson. J'ai demandé d'écouter le micro parce que je suis un peu méditerranéen, je parle avec les mains. Et en général, il faut les deux. C'est pour ça que merci à Louis. Cher Philippe Millot, chère Jacqueline, mesdames et messieurs les élus actuels ou récemment anciens, mesdames et messieurs et chers amis, je voudrais moi aussi commencer cette intervention par les remerciements. Philippe les a formulés avant moi, mais je tiens à le faire parce que ça me paraît aussi important. D'abord, je vais revenir à Louis Cacré dans quelques instants, mais je voudrais vous dire toute la gratitude que j'ai à l'égard de tous ceux qui ont organisé cette soirée, magnifique soirée, qui me donne l'occasion de venir une fois de plus dans la Sarthe, chère Brigitte Dujardin. Et voilà, si vous pouviez avoir quelques applaudissements pour les organisateurs. Merci aux jeunes de Génération Z qui sont ici avec leur t-shirt blanc. En général, je vais faire la règle, cher Philippe et cher Louis. Il n'est pas d'usage dans les réunions publiques de parler après la Marseillaise, de la même manière que dans les réunions officielles, il n'est pas d'usage de parler après le préfet. Mais comme nous sommes en train de reconquérir, de rebâtir et de réinventer un certain nombre de choses, ce soir, je fais une exception pour vous être agréable, évidemment, mais avec grand plaisir. Donc merci aux jeunes générations. Merci aux forces de l'ordre qui sont à l'extérieur et puis au service de sécurité qui est dedans, grâce à qui tout se passe bien. Je rejoins également ce qu'évoquait Philippe Millot tout à l'heure. J'ai eu la chance, comme vous le savez, de parti politique de Villepinte. Il y a eu quelques incidents, on va dire ça, quelques provocations. Elles n'étaient pas très, pas très énergiques ou pas très vives comparativement à ce qui se passait au dehors de la salle et dont les forces de l'ordre nous ont protégés. Merci donc à tous ceux qui, chaque jour, dans des conditions de plus en plus difficiles, mais encore ce soir, à l'extérieur de cette salle, assurent notre sécurité. Et je vous remercie de bien voir là aussi manifester votre Chers amis, je suis un dangereux récidiviste. Parce que ça fait maintenant 3 fois qu'à intervalle bref, je suis invité dans ce beau département, mais 3 fois par Louis Cacré ici présent. La première fois, c'était il y a 3 ans à peu près. Je venais de publier mon livre « L'islam à la conquête de l'Occident », et puis Louis m'avait demandé, il était encore le chef de file de l'opposition au conseil municipal du Mans, m'avait demandé si j'étais d'accord pour que, bien qu'étant invité par un militant et un adhérent du Front National, j'accepterais de venir faire une conférence sur ce livre au Mans. Évidemment, j'ai répondu oui. La fois suivante, c'était toujours à l'invitation de Louis Cacré avec Brigitte Dujardin. C'était question de faire la liste commune aux élections municipales contre la gauche locale, Stéphane Le Foll particulièrement, puis Madame Caramanli, quelques autres. Et alors la même question s'était posée, est-ce que vous accepteriez de faire une liste commune avec les adhérents du Front National? Est-ce que le parti VIA accepte de faire une liste commune? Oui. À partir du moment où le projet est commun, à partir du moment où les personnes que nous soutenons ont le même sens, la même volonté, la même conception du service politique que nous,
Et à partir du moment où ils sont d'accord, il n'y a pas d'objection à ce que l'union se fasse. Et l'union s'est faite. Ah, on n'a pas exactement obtenu le résultat qu'on avait escompté ni espéré, mais ça, ce sont les aléas de la vie politique, mon cher Louis. Et puis me voilà ce soir, dans un contexte assez comparable au fond. Une élection présidentielle cette fois-ci, mais la même volonté de participer à ce que j'essaye, sans succès jusqu'ici, mais j'y reviendrai, parce que j'ai essayé, nous avons essayé avec les militants de Vienne à Voix du Peuple, d'autres amis, Barbara Mazière ici présente, qui a été citée tout à l'heure, de faire comprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de redressement possible de la France sans la constitution d'un socle de programme commun, comme on disait dans les années 70 pour la gauche, qui rassemble autour de lui et sur lui toutes les personnes de bonne volonté. Voilà quelle est ma motivation, voilà pourquoi je suis là ce soir, et voilà pourquoi je soutiens la candidature d'Éric Zemmour. Et donc voilà pourquoi vous avez pris le risque insigne d'inviter un dangereux récidiviste comme moi. Je suis par ailleurs un homme dangereux. Si j'en crois en tout cas les gazettes, car je suis un homme, très content de l'être, très content du fait que ma femme soit une femme. Je suis fumeur, je roule au diesel, je chasse. Je suis croyant, je fais de la politique et je soutiens Éric Zemmour. À vous de faire beaucoup. Et je vais vous dire, c'est aussi pour toutes ces raisons que notre soutien lui est venu au début de l'automne ou pendant l'automne, avant le meeting de Villepin. Mais nous avions avec Éric des conversations anciennes. Vous savez sans doute que nous nous connaissons bien et que nous avions l'habitude, dans les quelques déjeuners que nous avons eus avant d'entrer dans cette campagne électorale, comme dans les temps plus anciens, de parler de choses absolument essentielles. Absolument essentielles. Je veux parler du football, de l'histoire du rock'n'roll et d'un certain nombre de considérations littéraires. Après avoir étudié les questions futiles, la politique, l'histoire, tout ça, nous en venions à ces considérations-là. C'est la raison pour laquelle, la première chose que je voulais vous dire ça ce soir, c'est je suis toujours frappé, pour avoir travaillé pendant quelques années auprès de Christine Boutin, j'ai connu le même scénario. Toujours frappé de voir la violence qui s'acharne sur ceux qui défendent des convictions qui ont le double mérite d'abord d'être justes et deuxièmement d'être à contre-courant. C'est une chose extrêmement douloureuse d'être à contre-courant parce que d'abord c'est plus difficile, évidemment, mais par ailleurs, il y a, et ce que fait très bien Éric Zemmour, et il a réussi là où beaucoup d'entre nous n'ont pas réussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et je le dis sans aucune espèce d'amertume. Il a réussi à faire entendre, à faire porter, à faire percuter cette voix et ces conceptions, malgré les oppositions de tout un système de gens qui voulaient le rendre muet, de gens qui voulaient l'étouffer ou le faire taire. Il y est parvenu. C'est son succès, c'est notre chance, cette chance est commune, c'est notre espoir, et c'est parce que, précisément, il déploie ses convictions de la façon dont il le fait. Parce qu'elles sont justes. Parce que, du fait qu'elles sont justes, elles sont percutantes. Elles parlent à beaucoup de Français. C'est ça qui nous assurera, je pense, je l'espère, je le sais, un magnifique succès. Pas le 10 avril, le 10 avril, ça n'a pas d'importance. C'est le 24 avril qu'il faut gagner. Et je suis persuadé, grâce à tout cela, nous pouvons encore remporter le 24 avril. Je suis persuadé. Éric Zemmour n'est pas l'affreux Jojo que l'on vous dit. J'ai rencontré un certain nombre de ses collègues, des journalistes qui ont pignon sur rue, que vous voyez souvent sur les plateaux de télévision, qui m'ont dit pique-pendre sur cet homme. Et après tout, même si c'était vrai, quelle importance. La chose qu'on lui demandera, on lui demande déjà,
c'est de redresser notre pays. La chose qu'on lui demandera, c'est d'être fidèle à ses engagements. La chose qu'on lui demandera, c'est de ne pas trahir la sincérité et le courage qu'il nous demande à nous pour nous soutenir lui. La chose qu'on lui demandera, c'est de ne pas abandonner toutes les choses sur lesquelles il a construit son succès, il aura construit son succès avant d'arriver au pouvoir. Quelle personne est-il? Ça ne m'appartient pas, ça ne vous appartient pas non plus. Ce qui nous appartient, c'est ce que nous avons en commun. Et c'est au nom de ce que nous avons en commun avec lui que nous sommes ici. En tout cas, que moi je suis ici à vous parler avec joie ce soir. Ce que nous avons en commun, au fond, ceux qui m'ont précédé ici à ce micro l'ont parfaitement dit, je ne vais pas vous répéter. Et j'ai beaucoup apprécié la liste incomplète, mais déjà très très dense, cher Monsieur Lord, que vous avez apprécié tout à l'heure. Voilà ce que nous voulons, c'est que nous ne voulons pas être dépossédés de ce qui a fait notre pays, notre peuple, notre mode de vie, notre identité, notre histoire, jusqu'ici. Nous ne voulons pas ça. Est-ce que ce qui a été dépeint par des orateurs précédents à ce micro, l'union des droites, est-ce que nous sommes tous bien certains de ne pas vouloir la même chose? Oui, ça c'est vrai. Nous sommes à refuser des choses identiques, c'est exact. Nous ne voulons pas que la France disparaisse. Très bien. Est-ce qu'on est bien sûr, tout à fait sûr, d'être tout à fait d'accord sur la France qu'en revanche on voudrait? Pas forcément. Mais justement, l'apprentissage que nous avons tous à faire consiste dans ceci que travailler en union avec quelqu'un, ça veut dire, d'abord, je sais que vous voulez des choses identiques à ce que je veux moi. En tout cas, nous voulons que la France ne meure pas. Et même si, toi qui es mon voisin, tu me fais suer avec ce que tu dis, ce que tu crois, ce que tu veux, ce qui est important pour toi, j'ai suffisamment de force, suffisamment de conviction, suffisamment de confiance dans le fait que nous sommes unis sur l'essentiel que je peux accepter facilement quelques divergences, quelques différences ou quelques nuances. Ne croyez pas, qu'Éric Zemmour et moi-même soyons d'accord sur tout le temps. Ne croyez pas que nous soyons les mêmes personnes. Ne croyez pas que nous mettions les choses dans le même ordre. Et c'est vrai, évidemment, de toutes les personnes qui sont ici présentes. Pensez de ça, c'est vrai de vous tous. Mais je me permets de vous le dire, quelle importance! Quelle importance! Qui sont nos adversaires? Le mensonge. Le quinquennat d'Emmanuel Macron, qui est peut-être la plus belle ribambelle de menteurs qu'on ait jamais alignée sur les bancs du gouvernement. C'est la vérité, bien sûr. C'est la vérité de la situation qui est celle de notre pays, que nous partageons, je crois. La vérité du bilan d'Emmanuel Macron qu'il va bien falloir dresser un jour ou l'autre. La vérité sur la gestion de cette crise sanitaire, événement emblématique de la manière de gouverner du quinquennat de Macron, qu'il va bien falloir un jour ou l'autre en parler. Et je vous le dis comme je le pense, je fais partie de ceux qui croient, c'est un désaccord que j'ai avec notre candidat chéri. Je suis persuadé qu'Emmanuel Macron ne fera sa campagne que sur la crise sanitaire. Parce que c'est son électorat. Et donc il va falloir que nous en parlions. Il va falloir que nous disions ce que nous en pensons. Et quand il ne ferait pas campagne sur la crise sanitaire, le reste du temps, il nous expliquera que tout ce qu'il avait promis, il n'a pas pu le faire à cause de la crise sanitaire. Donc nous sommes piégés. Nous sommes piégés pas par le fait de ne pas en parler. Nous sommes piégés par le fait que ce sera son seul thème de campagne. Et malheureusement pour nous en tout cas, nous avons affaire à un certain nombre de résistances et une très grosse difficulté, les amis, mais c'est probablement l'aspect le plus spectaculaire du bilan d'Emmanuel Macron. Vous avez, en tout cas, je vois que dans cette salle, certaines d'entre vous, sans doute à l'école, où on apprenait encore les dessins historiques, connaissent le fameux dessin de Carandache sur l'affaire Dreyfus. Il y a deux dessins, vous savez, avant d'avoir parlé de l'affaire Dreyfus dans un niveau de famille, puis après. Alors avant tout se passe bien, puis après c'est la part en vrai. C'est pareil avec la crise sanitaire et le vaccin, mes amis, dans nos familles. Et Emmanuel Macron a réussi une espèce de prodige. C'est d'introduire, par son mensonge, par leur mensonge,
par leur mépris, là encore, comme disait Jacqueline Moreau tout à l'heure, très justement, un ferment de division au sein même de nos familles, qui rend tout plus compliqué, qui rend difficile le fait d'évoquer calmement des choses aussi importantes que celle-là, importantes à un point tel que cet après-midi, malheureusement pour vous tous, le Conseil constitutionnel a validé le pass vaccinal et surtout a consacré le fait que l'indemnisation des victimes d'effets secondaires du vaccin ne serait pas prise en charge par l'État, ce qui est irresponsabilisant, évidemment, au dernier degré. Voilà. Alors, je vois bien que ça suscite des réactions à chaque fois qu'on évoque ces sujets-là, évidemment. Vous connaissez les positions que j'ai prises sur cette question. Moi, je suis pour que ceux qui veulent se faire vacciner se fassent vacciner, et ceux qui ne le veulent pas ne le veulent pas. C'est très simple. Ceux dont les médecins généralistes sont prêts à prescrire des traitements qui fonctionnent, puissent prescrire des traitements qui fonctionnent. Et je suis pour qu'on n'emmerde pas les gens avec des dispositifs qui ne servent à rien et qui n'ont pour seul effet que de nous priver de libertés fondamentales. Je pense qu'avec ces trois propositions, je viens de vous faire en 45 secondes le bilan de la crise sanitaire et le bilan de la gestion du gouvernement. Ça n'est pas difficile. Mais nous aurons à nous battre là-dessus. Mais il nous faudra nous battre aussi sur le bilan économique d'Emmanuel Macron. Et j'entends encore beaucoup trop, c'est ma surprise d'ailleurs, je vous dis, comme je le pense, de dirigeants d'entreprise, de cadres supérieurs, des gens qui exercent des responsabilités éminentes dans le monde politique, dans le monde de l'économie, pardon, et qui ont voté Emmanuel Macron en 2017, souvent aux deux tours d'ailleurs, quoique leur origine politique fut un peu différente avant cette élection, en nous expliquant que, à l'époque, en 2017, Emmanuel Macron était le seul candidat valable sur le plan économique et qui pourrait, lui, redresser le pays, etc. Puis il nous dit la même chose 5 ans plus tard, malheureusement. Les mêmes. Je vois beaucoup, je ne comprends pas d'ailleurs, je vous dis, comme je le pense, c'est pour nous une surprise. Je pensais qu'il y avait, dans beaucoup de cas, une culture économique chez nos dirigeants, chez leurs cadres, suffisamment de lucidité pour comprendre que quand on endette le pays, à la hauteur qui a été dite tout à l'heure, on ne peut pas prétendre, en même temps, pour le coup, avoir opéré son redressement. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous êtes prospère, soit vous êtes endetté. Vous faites les deux. Il faut s'entendre. Soit les entreprises vont bien, soit le monde du travail va bien, soit avec la prolifération du télétravail, vous fabriquez des dépressifs et des têtes qui tournent et des affaiblissements psychologiques dont on ne se remettra je ne sais pas quand, mais vous ne pouvez pas dire que les entreprises vont bien. Et il suffit de voir comment maintenant la qualité de service se dégrade partout pour considérer que ça aussi c'est une partie du bilan d'Emmanuel Macron. Alors vous allez me dire, on est loin des considérations géopolitiques, oui peut-être. Mais je crois que dans cette union des droites qui a été évoquée tout à l'heure, alors Barbara et Christophe ici présents le savent bien, parce qu'elle est là aussi, on en parle souvent. L'union des droites, c'est bien. J'en casse le micro. Non, c'est bien, j'ai rien contre, c'est formidable, c'est merveilleux. Ça n'est pas tout à fait mon problème. Pardon de vous provoquer un peu sur ce sujet. Je crois qu'il y a énormément de gens, bien au-delà des électeurs de droite, qui sont d'accord avec la liste qu'a dressée M. Lang tout à l'heure, la suite de... Maintenant, nous sommes, depuis François Hollande, habitués au mécanisme de l'anaphore, nous voulons, c'est comme moi, président. Qu'est-ce que vous avez entendu tout à l'heure dans cette expression que 99,9% des Français ne veulent pas? Où y a-t-il un autre constat politique, une autre affirmation de volonté, si largement partagée par les Français, ailleurs que dans le programme d'Éric Zemmour? Et comment se fait-il que nous n'arrivions pas, pour l'instant, pas autant que nous voudrions, ou pas comme nous voudrions, ou à le faire comprendre ou à le faire entendre? Les circonstances médiatiques et les techniques ont été parfaitement expliquées par Philippe il y a quelques instants, je n'y reviens pas. Voilà ce à quoi je vous invite à réfléchir pour terminer mon propos. Nous avons la possibilité d'aider et
Éric Zemmour à accéder à l'Élysée le 24 avril prochain. Je suis persuadé que le jeu est tellement ouvert, les Français tellement indécis, tellement dépités, tellement exaspérés, que pour l'instant encore, moi qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas complètement entrés dans la campagne présidentielle en termes d'investissement personnel. Ça va venir. C'est traditionnel. Ça arrive dans les 3, 4, 5 dernières semaines. Ceux qui ont connu ça il y a longtemps connaissent cette fréquence. Mais nous manquerons à notre responsabilité si jamais nous oublions ce qui s'est passé dans notre pays de manière plus prégnante depuis 5 ans. C'est-à-dire le cri désespéré de ceux qui ont alerté énergiquement les pouvoirs publics en leur disant « Même si vous nous faites une France belle et prospère, un État en ordre, un État tranquille, eh bien nous, un certain nombre de millions de Français, nous n'aurons toujours pas de quoi vivre. Nous n'aurons pas les moyens d'exercer notre liberté. Les fragilités que nous subissons ne nous permettront pas d'être et d'agir comme des citoyens à part entière. » Et regardez ce qui s'est passé sur le handicap il y a 10 jours, qui est révélateur. Évidemment que les accusations portées contre Éric Zemmour étaient ridicules, scandaleuses même, donc elles étaient ridicules. Et que, encore une fois, il suffisait d'écouter ce qu'il a dit pour se rendre compte que tous les reproches qui lui étaient faits étaient absolument nuls et non avenus. Mais j'attire notre attention collectivement sur ce point. Tout à l'heure, Jacqueline a fait un lapsus extrêmement révélateur, évidemment solitaire, évidemment solidaire. Je disais à Philippe, il suffit d'une lettre pour changer quand même un peu la face des choses. Je nous invite à prendre en compte cette solidarité, et j'ai toujours cru, pour tout vous dire, que le mouvement des Gilets jaunes était profondément un mouvement conservateur au fond. Peut-être pas au sens où on mais conservateur parce que simplement ils voulaient voir leur vie se rattacher à des choses simples, à des choses traditionnelles, à des choses anciennes, à des choses qui font vivre les sociétés depuis la création de l'homme, je pense. Simplement ça. Récupérer les moyens d'exercice de sa propre dignité, récupérer un peu d'écoute, un peu de considération de la part de ceux qui gouvernent. Ce n'est pas des choses compliquées. Ce n'est même pas des choses très chères ni très difficiles. Mais voilà quel est notre deuxième ennemi après le mensonge, c'est le mépris. Et je pense que nous sommes en situation, parce que nous venons d'horizons différents. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué au meeting de Villepinte, c'est ce qui m'a beaucoup marqué à Châteaudun, c'est ce que je vois encore ce soir, aujourd'hui. Et je n'avais pas vu ça dans les réunions politiques depuis je ne sais pas combien de temps. Un brassage très spectaculaire de générations, d'origine, de culture, peut-être géographique, peut-être économique. Bref, une grande diversité que je ne vois pas ailleurs. Cette diversité-là doit aussi se mettre au service de ceux qui ne peuvent pas forcément tout seuls, pas tout seuls, exercer leur liberté et faire valoir leur propre dignité. N'oublions pas que des millions de Français sont dans cette situation, et ne les oublions pas parce que nous serons les seuls à leur parler. Et c'est la force du message d'Éric Zemmour. À partir du moment où il a choisi de se placer en prenant comme de parler à partir des enjeux de civilisation, puisqu'il a choisi de s'occuper de la France d'abord, donc de tout le peuple français, pas des taux de TVA, pas des tranches d'impôts, pas des normes européennes, peut-être même pas de je ne sais quelle contrainte industrielle. Non, non, la France. Prenons les choses par le haut. Eh bien, c'est beaucoup plus facile pour nous d'inclure dans ce projet politique tous ceux qui veulent y participer. Et je suis persuadé que l'immense majorité des Français veulent y participer. L'immense majorité des Français veulent dire ce qu'ils veulent de la France. Et ne prenons pas pour un hasard ce qui doit devenir pour nous une forme de convergence facile. Sur les ronds-points des Gilets jaunes il y a 3 ans, les choses ont commencé, à cause de toi, ma chère Jacqueline, si je peux dire, mais merci,
avec des affaires de prix du gasoil et de limitation de la vitesse sur des routes départementales. C'était ça le point de départ. 3 semaines après, arrive le référendum d'initiative citoyenne. Ça n'est fait offense à personne que de dire que ce n'est pas tout à fait le même genre de sujet. Et on ne voit pas très bien le point commun entre les deux. Ce qui m'a beaucoup intéressé à l'époque, c'était l'ignorance totale, le manque total de considération de la brièveté de ce délai par rapport à la différence de nature de ces deux types de questions. Qu'est-ce qui fait que des personnes qui sont réunies pour parler du prix de l'essence et de la limitation de vitesse se retrouvent tout à coup à exiger le référendum d'initiative citoyenne? Alors, quel que fût la, comment dit-on, le canal, le courant, on va appeler le courant, on exige le jeu, pour le coup, c'était assez parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé l'expression du peuple français, des plus modestes d'entre eux qui n'avaient pas de compensation possible, et qui ont dit au pouvoir public, nous n'en pouvons plus d'être méprisés comme nous le sommes. Donc, puisque vous n'entendez pas quand on vous le dit, on va exiger de vous que vous nous donniez la parole. Voilà ce qui s'est passé. Et pourquoi je vous dis notre adversaire, c'est le mépris. C'est ce qu'il y a de plus douloureux, de plus exaspérant. Ça me met, je vous le partage, on est entre nous, mais ça ne sortira pas de la Sarthe, je compte sur vous, dans une rage personnelle que vous n'imaginez même pas. Mon équipe le sait bien. J'en viens moi aussi à devenir un homme presque violent qui ne le suis pas. Il ne faut pas m'emmerder, mais spontanément, ça provoque des bouffées de colère insupportables. Eh bien, nos concitoyens ont les mêmes bouffées de colère. Et je pense que tout ce que nous avons à faire maintenant, évidemment partager le projet politique d'Éric, évidemment partager ses convictions, ses idéaux, ses argumentaires, propager son projet pour la France, évidemment. Tout ça, il faut le faire. Il y aura d'ailleurs dans ce projet très bientôt un volet sur la prise en charge des fragilités, puisque ça fait partie des choses que j'ai la charge d'apporter dans son projet, de développer ou de renforcer dans son projet politique. Mais vous voyez, il y a là quelque chose qui se joue et qui est, à mon avis, absolument fondamental. Et qui permettra de donner à cette union politique que nos mouvements respectifs constituent aujourd'hui ce soir, et merci à Reconquête pour cette invitation, et au mouvement conservateur de sa présence. Nous aurons à ce moment-là, je pense, une force de percussion politique absolument décuplée. Elle ne sera pas simplement partisane, elle ne sera pas simplement droitière, elle sera universelle comme la France est universelle. Et je pense que c'est ça peut-être que cette nouvelle est arrivée jusqu'à vous, mais je suis heureux de partager avec vous cette bonne nouvelle du soutien apporté par mon ancien collègue député, aujourd'hui député européen Gilbert Collard, et Éric Zemmour. Ceux qui connaissent bien les arcanes du Rassemblement national, je ne suis pas le meilleur connaisseur dans cette salle, c'est beaucoup plus expert que moi, pourront vous confirmer que probablement d'autres villégiatures sont à l'ordre du jour et qu'il ne sera pas le dernier. L'enjeu pour nous de ce mois de janvier, février, il est très simple. Je partage l'avis de ce que Philippe disait tout à l'heure. Ne faisons pas attention au sondage, ou alors faisons aussi attention. Je vous livre un argument pour vous dîner en ville, si jamais ça pouvait vous servir. Regardez les sondages, oui, mais ne manquez jamais de regarder à côté des intentions de vote le coefficient de sûreté du vote. Vous savez, les sondeurs mesurent deux choses. Pour qui votez-vous et êtes-vous sûr de voter pour la personne pour laquelle vous venez de dire que vous voterez? Et évidemment, il faut faire la pondération des deux. Quelqu'un comme Emmanuel Macron qui est à 25% d'intention de vote, quand il a 50% de sûreté de vote, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas 25, c'est la moitié. Éric Zemmour est à 12 ou 13%, coefficient de sûreté de vote, 80%, ça fait 10,5. Donc l'écart entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour n'est pas 12 points, mais 2 points. C'est pas pareil quand même.
Et si vous prenez les autres, regardez ce calcul, amusez-vous, vous verrez, c'est assez rigolo à faire. Vous verrez bien que tout le monde est dans un mouchoir de poche, mais c'est ce que j'évoquais à l'instant. Je mets la place des Français, c'est très très difficile pour eux de prendre quelques décisions. Donc voilà, l'objectif, il est très simple. Il est de nous assurer que le 10 avril au soir, notre candidat finira parmi les deux premiers du premier tour. Le reste, pardonnez-moi, est de la littérature, comme disait le grand Paul Verlaine. Le reste est de la littérature. C'est ça l'objectif. Alors, je ne vais pas vous faire de leçon de morale, d'abord j'ai horreur de ça. Vous savez parfaitement ce que vous avez à faire. Vous savez comment vous devez le faire, vous avez tous les outils pour le faire, donc je ne perds pas de temps avec ça. J'ai une seule chose à vous dire vraiment, et cette fois-ci, je dis que je conclue, mais c'est promis, cette fois-ci, c'est pour de vrai. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Cette campagne présidentielle est probablement, pas probablement, elle est la plus brutale qu'il m'ait été donné de voir, et qui, cher Pascal, cher Monsieur Land, on a une fois quelques dizaines de campagnes politiques au compteur, donc on s'en est un peu habitué. Je n'ai pas connu de campagne plus brutale que celle-ci. Je n'ai pas connu de campagne plus violente. Ce qui nécessitera un courage, une force, une détermination, une volonté accrue de la part de nous tous qui soutenons un candidat qui n'a pas l'heure, en tout cas, de plaire à tout le monde et donc qui suscite beaucoup plus, pour l'instant, en tout cas, d'opposition que de soutien. Donc ce sera compliqué. Donc vous vous engueulerez avec vos voisins, avec vos frères et sœurs, avec vos enfants, avec vos collègues de bureau, avec... Mais, c'est là aussi, je commence à voir des cheveux qui changent de couleur à mon tour. Je dis aux jeunes, ça vous arrivera, arrêtez de frimer comme ça sert à rien. Ça n'est pas si grave, l'engueulade. Ce qui compte, c'est la constance. Et c'est ça qui nous attend. Nous avons 80 jours à peu près de campagne électorale, 80 jours de combat, on peut dire ça comme ça, parce que ça va en train, comme toutes les campagnes. Et la conviction est là, l'énergie est là, vous êtes là, votre amour de la France est là, tout est là. Il va falloir tenir pendant 80 jours, 73, je ne sais pas combien, sur quelque chose jusqu'au premier tour. Ça sera très long, mais je suis persuadé que la victoire non seulement est possible, mais qu'elle nous tend les bras. Il suffit d'aller.